Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour Maud, bonjour à toutes, bonjour Raï, bonjour Adèle, bonjour Maëlys. C'est toujours le même... Le même sketch Mais oui, qui se le même répète. sketch. Allez, courage. On vous aime beaucoup Stanislas Rigaud. Je vais peut-être vous laisser introduire Stanislas cette addition. On en a parlé hier, je crois que c'est le sujet, la grande thématique de cette journée, puisque c'est les 4 ans aujourd'hui de la mort de Samuel Paty. C'est un vendredi soir d'octobre 2020. On s'en souvient ici tous comme si c'était hier. Le professeur était poignardé puis décapité par un islamiste, un réfugié russe d'origine tchétchène, à proximité du collège où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. L'horreur absolue, les images de sa tête se diffusaient un peu partout sur les réseaux sociaux. Une horreur certes, mais parfois une nécessité pour comprendre ce que Samuel Paty a enduré et ce qu'était la réalité du djihad en France. Alors aurions-nous pu imaginer qu'un autre professeur, Dominique Bernard, serait une fois de plus tué par des djihadistes sur le fond de vengeance réclamée suite au conflit au Moyen-Orient? Qu'encore la semaine dernière, une professeure serait frappée pour avoir demandé à une jeune fille d'enlever son voile? Malheureusement, oui, au vu des gouvernements qui se succèdent. Oui, parce que, tristement, ces affaires s'inscrivent dans le cadre d'une longue série, du voile de Creil, il y a plusieurs années, en passant par l'affaire de la burqa sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Rien n'a jamais été mis en place pour lutter concrètement, non pas contre des prétendus cas isolés, mais bel et bien contre une partie de la population islamisée qui est en guerre aujourd'hui contre notre peuple et notre culture. Alors ça a été rappelé par Adèle tout à l'heure, mais hier encore, 78 incidents ont été signalés dans les académies, dans le cadre des hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard, précisant au passage, comme si c'était une bonne nouvelle, que l'an dernier, au même moment, ils en avaient recensé 230 lors des hommages pour ces deux mêmes martyrs du djihad en France. Mais pourtant, Sandrine Rousseau, hier encore sur LCI, nous expliquait que le problème, c'était la montée de tous les conservatismes, notamment évidemment celui des catholiques. Pourtant, dans le même temps, le ministre de l'Industrie déclarait hier sur France Inter qu'en tant que ministre de l'Industrie, il voulait le dire, l'immigration, en particulier l'immigration de travail, était une nécessité. Alors ils pourront multiplier les hommages, les dépôts de gerbes, si nécessaire soit-il pour ne pas oublier nos morts et leurs familles, mais si inutile pour lutter contre les islamistes. La politique de l'hommage ne doit pas être celle de la diversion. Et si Samuel Paty était massacré par un jeune homme de 18 ans, musulman radicalisé, qui lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet, qui revendiquait d'ailleurs au passage et se félicitait d'avoir vengé son prophète avant d'être tué par les forces de l'ordre, tant que les mots du pouvoir en place ne seront que des mots, qui ne seront toujours que des slogans, ces mots qui seront toujours fermes après le Bataclan, qui étaient fermes après l'Hypercacher, après Charlie Hebdo, qui étaient fermes après Nice, qui étaient fermes après Samuel Paty. Tant que ces mots ne seront que des mots fermes et non pas des actes, rien ne changera, l'immigration ne sera pas réduite, l'islamisation ne sera pas un vrai sujet, les frères musulmans ne seront pas interdits, les djihadistes ne sont pas poursuivis, et les familles qui doivent être expulsées ne le seront pas. Ces mots et ces slogans ne resteront malheureusement que dans les journaux, et le sang des Français continuera de couler partout en France pour lutter, pour avoir eu le malheur d'avoir implanté sur notre sol des populations qui nous détestaient, nous haïssaient et voulaient nous remplacer. Merci beaucoup Stanislas Rigaud. L'addition. Alors triste constat évidemment, 4 ans après la mort de Samuel Paty, 2 ans après celle de Dominique Bernard, où on a le sentiment effectivement que les choses n'ont pas vraiment évolué, ni politiquement, ni vraiment dans la société, même si, alors on nous dira que dans les urnes ça change quand même, on nous dira aussi qu'il y a des témoignages aujourd'hui, des familles notamment, et aujourd'hui d'ailleurs on découvre effectivement le témoignage de Gaëlle Paty, l'autre sœur de Samuel Paty qu'on n'avait jamais entendu jusqu'à présent, et qui parle d'islamisme, qui ose dans les colonnes de Libération. Donc en même temps, il y a quelque chose qui rassure d'une certaine manière sur justement la prise de parole de ces familles de victimes. Oui, en effet, vous avez raison Maud, le vrai changement, c'est enfin que la parole se libère, comme on a coutume de le dire aujourd'hui. En revanche, la parole se libère, mais on a plutôt l'impression que c'est aussi les djihadistes, les islamistes qui eux aussi de leur côté se libèrent, si je puis dire. Et s'il y a des mots, encore une fois, il n'y a pas d'actes, et on le voit encore, mais sur des détails. Mais quand on va augmenter encore le budget de l'AME, alors certes c'est anecdotique à l'échelle de tout ce dont nous venons de parler, mais c'est quand même des signaux qui sont très négatifs, et encore une fois, il y a des choses à faire de façon très concrète. On l'a vu dans d'autres pays d'Europe, on l'a vu dans d'autres pays dans le monde pour lutter efficacement contre, non pas ces cas isolés encore une fois, mais contre ces islamistes qui tuent et frappent sur notre pays, mais depuis des années. Encore une fois, l'affaire de Creil, c'est il y a plusieurs décennies. Qu'est-ce qui a changé depuis
Marie-Félix. Moi, je voulais revenir sur les paroles, les motivations expliquées par l'assassin de Dominique Bernard. Donc, Mohamed Mogouchkov, je vais le citer, selon ses propres mots. Hein. Vous m'avez appris ce que sont la démocratie et les droits de l'homme et vous m'avez poussé vers l'enfer. On a là un islamiste qui cherchait un prof d'histoire, il est tombé sur un prof de lettres, mais en tout cas il avait la volonté vraiment d'en finir d'une certaine manière avec notre civilisation, notre histoire, nos valeurs. Concrètement, qu'est-ce qu'on leur propose ? Vous parlez d'actes fermes, enfin, pour en finir avec les mots et les bougies. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Est-ce que la laïcité à la française est encore une notion qui permettrait à ces jeunes de se retrouver quelque part, ou bien, sans sombrer dans le fatalisme, est-ce qu'on peut encore leur proposer quelque chose justement à ces jeunes ? Il y a deux problèmes. Alors, la première chose, c'est que je suis d'accord avec vous. Enfin, je suis d'accord avec vous. En tout cas, au vu de votre question, je crois avoir compris votre point de vue, mais je ne crois pas que ce soit aujourd'hui ce modèle républicain, ce modèle d'intégration qui permettra d'agréger une grande partie de la population, notamment d'origine immigrée ou en tout cas musulmane, à notre société, à notre identité. Ça, c'est le premier élément. Et donc, je crois qu'il faut y répondre par justement un retour du sacré, un retour de notre identité. Ça passe par le symbole. Tout ça peut paraître à chaque fois un peu anecdotique, mais de l'uniforme à l'école, aux hommages que l'on peut rendre, non pas nécessairement justement aux victimes du quotidien, mais en tout cas à notre histoire, en commémorant nos victoires comme nos défaites, en rappelant que notre histoire est glorieuse. Évidemment, en passant aussi par un respect de ce qui a fondé notre pays, à savoir l'Église catholique en grande partie, en rendant hommage à notre héritage. Oui, là, on peut avoir un modèle à proposer. D'ailleurs, je constate et rappelle que dans les années 60, il y avait déjà un grand nombre de personnes issues de l'immigration en France, et notamment musulmans. Pourtant, il n'y avait pas ces drames-là, parce qu'il y avait encore un modèle à proposer. La deuxième chose, en revanche, c'est qu'il y a la question du nombre qui se pose aujourd'hui à nous. Et la démographie faisant son nid, la démographie faisant l'histoire, pour reprendre une formule bien connue, plus les années passent, plus il sera évidemment compliqué d'agréger une partie de cette population à notre modèle. Et encore une fois, pas notre modèle républicain qui, en gros, n'a jamais été réellement explicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de Français, on a des gens qui ne parlent que de République, qui ne parlent jamais de la France. Des personnes qui défendent en réalité un modèle politique et non pas un modèle identitaire ou un modèle national. Je crois que c'est dans le fond un vrai souci. C'est comment dire à des personnes qui sont en quête d'idéal, qui sont en quête de sacré, que le nôtre, c'est laïcité, et puis après, c'est globalement la République, elle est belle, nous sommes tous égaux, donnons-nous la main et on fait des fresques dans les murs d'école où des gamins noirs, blancs et jaunes se tiennent la main en faisant youpi youpi. Ouais. Pardon, je crois que ça n'a jamais agrégé personne, et je crois que si demain j'avais à m'expatrier dans notre pays, je ne serais pas forcément convaincu par des fresques sur les murs et des grandes conférences sur le vivre ensemble, la mixité sociale, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité ? On parle évidemment de l'État, de volonté politique, etc. Là, on a même Bruno Retailleau qui vraiment attaque quand même assez fort aujourd'hui. Enfin, vraiment, chaque jour, on a l'impression qu'il s'exprime dans les médias pour redire à quel point il faut raffermir l'autorité, etc. La justice, surtout, ça c'est un vrai sujet aussi, mais il y a une responsabilité de l'éducation nationale aussi, peut-être, dans ces histoires... Bon, là, évidemment, on va pas aujourd'hui taper sur l'éducation nationale, c'est vraiment déjà, pas le but. Il faut pas avoir peur de taper sur l'éducation nationale. Encore une fois, ça c'est toujours très pareil. On a une tendance, du coup, dès qu'il arrive quelque chose, non, on peut plus rien dire. Si, pardon, l'éducation nationale a évidemment son rôle, mais elle a son rôle parce que elle est profondément liée à l'État par essence. Et qu'encore une fois, on parlait la semaine dernière des budgets, des dépenses et de si nous coûtait ou pas. L'éducation nationale, c'est 69 milliards par an. C'est-à-dire que c'est pas une question de moyens. Encore une fois, c'est une question de volonté. Là, on est heureux de voir enfin qu'aujourd'hui, et nous on le voit par exemple avec Parents Vigilants, que beaucoup de professeurs, Parents Vigilants avec Reconquête, qui est un réseau qui permet justement à des professeurs et des parents de discuter, de se plaindre de ce qui se passe dans l'éducation nationale. On est enfin content de voir que ça se réveille. Mais pendant des années, justement, c'est au sein même de l'école qu'on a proposé en réalité des cours de flûte plutôt que des cours d'histoire, où on a proposé de faire je sais pas quelle connerie, plutôt que de parler de vrais sujets. Et en fait, oui, l'éducation nationale a sa part de responsabilité. Il suffisait de voir, ne serait-ce que le vote des enseignants à différentes élections. Ils ont baigné dans une naïveté confondante, et surtout coupable. Donc oui, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est évidemment arrivé un drame absolu qu'il faut soutenir tous les professeurs qui n'ont pas leur part de responsabilité.
Moi, je voulais vous faire écouter, sauf si Adèle Rosner... Non, allez-y, Marie-Félix. Je voulais vous faire écouter une réaction d'Antoine Léaumont, donc député évidemment du nouveau Front Populaire. C'était lundi, le jour d'anniversaire de l'attentat islamiste où Dominique Bernard a été tué, Samuel Paty, le jour des commémorations. On va l'écouter. Donc Antoine Léaumont, ouais. Vous ciblez systématiquement les musulmans. Toutes les lois qui sont faites dernièrement sur les questions de laïcité, je mets des gros guillemets, sont des lois qui sont destinées à cibler nos compatriotes musulmans et à dire que d'une certaine manière, il y aurait l'impression que nos compatriotes ont un problème avec la laïcité. Je veux finir avec ça. Parce que nos compatriotes musulmans en ont par-dessus la tête d'être assimilés aux personnes qui commettent des actes terroristes. Nos compatriotes musulmans, ils en ont ras-le-bol parce que les premières victimes des actes terroristes, quand il y en a qui sont commis, c'est les musulmans qui sont ensuite visés d'une manière honteuse par les gens qui justement essayent de faire un lien entre musulmans et terroristes islamistes. Ça n'est pas la même chose. Et nos compatriotes, oui, mais je vous réponds. Et oui, mais je vous réponds sur la laïcité parce que c'est la question qui est posée. Nos compatriotes musulmans, ils ont juste envie de pouvoir vivre leur religion tranquillement. Par contre, mais on va passer à un autre sujet. Les terroristes, il faut les combattre avec des moyens de renseignement et avec des moyens de police et de justice. Donc c'était Antoine Léaumont, député LFI, qui explique donc que les premières victimes de ces actes terroristes sont les musulmans. Est-ce que pour vous c'est un discours dangereux, ce genre de discours? Non, mais Antoine Léaumont a tendance à raconter n'importe quoi. Je crois que lui, s'il peut pas lécher les pieds d'une communauté maghrébine par jour, il se sent très mal dans sa peau, et je crois que notamment c'est parce qu'il a compris que c'était leur seule façon d'obtenir des élus en faisant du communautarisme. Mais je tapais à l'instant sur mon portable, non pas parce que je n'écoutais pas l'extrait ou je ne vous écoutais pas Marie, mais encore une fois, s'il veut parler de ce que pensent les musulmans de France, pour info, pour rappel, en 2020, donc c'était déjà il y a 4 ans, les chiffres sont sans doute plus graves aujourd'hui, 57% des jeunes musulmans, pour 57% des jeunes musulmans, la charia était plus importante que la République. Alors, encore une fois, quand on dit République, moi j'entends pas seulement République, mais en réalité loi de notre pays, et évidemment tradition, etc. Mais en tout cas, à minima, puisqu'il parle de laïcité et qu'il nous explique que les Français musulmans respectent absolument la laïcité, en tout cas, tous les sondages et toutes les opinions sur les musulmans répondent plutôt l'inverse, premier élément. Et deuxièmement, oui, il dit qu'il faut que les musulmans puissent vivre leur foi tranquillement. Moi, vous savez, je suis vraiment attaché à la liberté de culte, et notamment j'ai un profond respect pour tous les croyants, quels qu'ils soient, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de croire. En revanche, quand on entend Antoine Léaumont dire qu'il faut les laisser vivre tranquillement leur foi, on a l'impression que les musulmans, eux, entendent, ou en tout cas une partie, pas tous les musulmans évidemment, mais qu'une partie de ces musulmans, eux, entendent que vivre tranquillement leur foi, c'est l'imposer. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et encore une fois, d'innombrables quartiers sont islamisés aujourd'hui, d'innombrables endroits sont soumis non pas aux lois de notre pays, mais aux lois de la charia. Et je crois que quand Antoine Léaumont dit ça, oui, il les encourage, ou en tout cas il minimise. Et comment... moi, je me mets à la place de la famille de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, mais comment on peut entendre des conneries pareilles? Et il lui faut combien de temps, Antoine Léaumont, pour comprendre que ces gens-là ne sont pas ses copains? Les premières victimes, d'ailleurs, on le verra plus tard. On l'a vu d'ailleurs avec les professeurs qui étaient plutôt à gauche. On l'a vu avec le Bataclan qui était plutôt un concert de gauche. On l'a vu avec Charlie Hebdo. Antoine Léaumont, il devrait être du côté de Charlie. Il y a 30 ans, il aurait été du côté de Charlie Hebdo à faire des caricatures pour cracher sur le Christ. Et aujourd'hui, il se retrouve à défendre, ou en tout cas minimiser à minima, pour pas employer de mots qui pourraient être un peu forts, en tout cas minimiser l'impact d'une partie de la population musulmane sur notre pays. Adèle Rosner. Mais moi, je le voyais bien hier quand je faisais mon micro-trottoir sur la laïcité qui est passé ce matin. Quand j'interrogeais les gens, qui sont en l'occurrence des Parisiens, donc est-ce que les Parisiens sont encore et toujours déconnectés? C'est possible pour certains, mais vraiment, ils ne voyaient pas la différence entre, comme Sandrine Rousseau, entre l'intégrisme musulman islamiste et l'intégrisme d'autres religions. Il y en a plusieurs qui me disaient non, mais oui, c'est un problème qui pourrait être posé par finalement toutes les religions. Donc mais vraiment, il leur faut quoi? Ils ne voient pas la différence. Ou alors, ils n'osent pas dire qu'ils voient la différence, je sais pas, mais il y a un vrai problème là-dessus. Je sais pas si c'est de la peur ou du déni. Quoi. Moi, je pense qu'il y a du déni, évidemment, mais puis il y a pour les Français, il y a évidemment un lavage de cerveau qui est quand même très puissant. Encore une fois, quand on entend Léaumont, le ministre de l'Industrie, et pour juste prendre ces petits exemples, et Sandrine Rousseau expliquer que tout se vaut, forcément, à force d'écouter ce genre de conneries, oui, forcément, ça touche les gens. Et parce qu'encore une fois aussi, mais sur le fond, encore une fois, sur le fait que ce soit non pas un cas isolé, mais que ce soit réellement, il faut le dire, un islamiste qui applique, selon lui, les codes de sa religion, ou en tout cas veut soit se venger dans le cas de Dominique Bernard pour ce qui s'est passé au Moyen-Orient,
ou alors dans le cas de Samuel Paty, quelqu'un qui est fier de ce qu'il a fait par rapport au prophète Mahomet. Évidemment que oui, si on comprend pas ça, évidemment on est totalement déconnecté. Donc c'est le cas. Et puis après, dans le cas des députés LFI, évidemment, et ça encore une fois on va pas... C'est tellement gros aujourd'hui, évidemment, c'est du clientélisme électoral. Mélenchon, il y a 15 ans, il était contre la burqa. Et il le défendait avec panache. Oui. Et il expliquait qu'il n'était pas possible et envisageable d'avoir ce sujet-là. Je vous prends le pari qu'aujourd'hui, s'il était interrogé là-dessus... Il dirait l'inverse. Mais il dirait évidemment l'inverse. Et il défend aujourd'hui tout le voile. On l'entend plus, Jean-Luc Mélenchon, là. Oui, pas plus mal, mais c'est parfois... On l'avait entendu il y a un mois à peu près, qui disait, qui répétait que l'immigration n'était pas un problème. Enfin voilà, toujours la France, tout ça, quoi. C'est une chance pour ses scores électoraux, surtout. Ouais. Marie-Fallait qu'on vous parmi les autres pistes, en tout cas les actes fermes qu'on peut attendre, Bruno Retailleau a confié hier qu'il n'excluait pas de classer terroriste et d'interdire l'organisation des frères musulmans. Ça, c'est une première victoire pour vous, justement, pour lutter contre, alors notamment à l'école, mais dans tous les pans de la société, la gangrène, en fait, d'un islam radical. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et pour rappel à nos auditeurs, l'interdiction des frères musulmans ne serait pas une exception française, puisque d'autres pays, et notamment des pays musulmans, ont interdit ces gens-là. Encore une fois, et beaucoup de pays musulmans nous regardent consternés. Ouais. Mais consternés, c'est-à-dire que beaucoup de pays musulmans ont de l'estime, quoi qu'on en dise, pour notre pays et pour notre histoire, et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais voyez, j'ai eu l'occasion de me rendre en Tunisie, mais là c'était sur un exemple à Jérusalem, et on se retrouve dans un taxi avec un Israélien, et c'était avant les attaques du 7 octobre, et il nous dit mais vous êtes français, etc. Et c'était au moment des émeutes. D'accord. Il nous regardait, mais vous n'imaginez pas à quel point il nous méprisait. Il ne comprenait pas comment, dans un pays civilisé, on pouvait laisser des hordes de barbares, de sauvages, tout casser, sans aucun risque, avec une espèce de légèreté absolument hallucinante. Il nous disait, chez vous, ils disent qu'ils sont victimes de la police. Mais pour des gens qui sont victimes de la police, ils vont quand même caillasser des commissariats et ils vont essayer de les brûler. Enfin, vous voyez, en termes de peur, on a connu mieux. Et interdire forcément est une très bonne chose. Bruno Retailleau ne doit pas se contenter encore une fois de mots, mais doit le faire, et surtout le faire appliquer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a légiféré là-dessus, il faut évidemment suivre... Bon courage pour appliquer ça. C'est ça, il faut le faire suivre. Les frères musulmans, il faut les trouver. Oui, mais alors je crois qu'on a encore quelques fiertés françaises. Oui, les renseignements... On a des renseignements qui, je crois... en tout cas, on a des renseignements qui sont capables de nous détecter le moindre type d'extrême droite un peu farfelu, et d'ailleurs ils se font interpeller. Et parfois d'ailleurs certains diraient tant mieux. Mais si on arrive à le faire pour certaines choses, en France, on arrive à détecter quand un type construit sa piscine et qu'il n'a pas déclaré. Non, mais c'est pas une blague. Vrai, on arrive à se faire emmerder. Quand des types se baladaient sur la plage pendant le Covid avec sans masque, ils se faisaient gauler par nos forces de l'ordre. Alors, je crois que pour trouver des types qui prêchent la mort de notre pays, ou des types comme l'imam Hussein, sans être un grand détective, des journaux le font et les trouvent. Donc, je fais confiance à nos services pour le faire. Oui, on comprend bien que c'est une histoire de priorité, puisqu'on a des services performants là-dessus. Maëlys, petite réaction ? Oui, c'est encore une fois une forme de contre-volonté politique au final, puisque encore une fois, on sait que on cherche toujours, on arrive à trouver ce qui ne va pas dans le sens du gouvernement, mais quand il s'agit de défendre les intérêts entre guillemets du camp national, là bizarrement. Oui, toujours le même sujet, même scénario. Alors et dans les j'y pense parce que ça m'a fait penser, ce que m'a dit Marie en termes de mesures m'a fait penser à quelque chose que je lisais ce matin. Alors, dans les suites au drame de Samuel Paty, à son assassinat, il y a eu des mesures qui étaient mises en place, notamment pour la protection des professeurs. Mais pour vous en rendre compte, selon le bilan annuel du ministère de l'Éducation, consulté par la chaîne CNews, les demandes de protection fonctionnelle des personnels de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la protection à laquelle les fonctionnaires ont le droit, a augmenté de façon extrêmement significative. En 2023, 5264 demandes, soit une hausse de 29% sur un an. Donc, il y a 5000 professeurs qui se sentent vraiment en danger, et qui font appel au ministère pour se protéger. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la folie. Bien sûr, et un professeur sur 5 aujourd'hui se fait agresser en voulant tenter d'appliquer les règles de la laïcité dans son établissement. C'est énorme.
Donc c'est pas du tout surprenant. On pourrait se féliciter d'une certaine manière que l'État ait progressé, en tout cas dans sa capacité d'action, puisque les chiffres, en tout cas, ont évolué. Est-ce que c'est la menace qui a évolué, ou est-ce que c'est aussi le fait que enfin, peut-être, cette protection fonctionnelle et systématique, et donc que les professeurs peuvent être pris en charge, être protégés judiciairement et physiquement face à toutes les menaces. Non, mais vous avez raison, évidemment qu'on a peut-être des indicateurs qui nous permettent de s'en rendre un peu plus compte encore aujourd'hui, mais encore une fois, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus maintenant, t'as le temps, il y a de drame chaque jour. On parlait du mois d'octobre, j'y pensais ce matin, mais on pourrait dire qu'on a un octobre noir. On a Lola, Samuel Paty, Dominique Bernard, mais il y a encore 3 semaines ou 2 semaines, c'était un professeur à Tourcoing, attaqué, ou à Roubaix, Tourcoing, il me semble. Tourcoing, pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. Exactement, voilà. Et au mois de novembre, on va commémorer le Bataclan, évidemment, j'imagine que Crépol, exactement. Donc, en fait, chaque mois aujourd'hui de l'année va devenir un mois d'hommage, et je pense qu'on va pouvoir finir par avoir chaque jour une commémoration. Donc oui, c'est bien, il y a des choses qui avancent, et encore une fois, je m'en réjouis, et il faut continuer et encourager toute personne qui veut aller dans le bon sens. Enfin bon, c'est pareil, les émeutes c'était en 2005, l'affaire de Christ il y a des décennies, les attentats du 11 septembre qui ont touché les États-Unis, qui auraient pu un peu nous alerter sur les menaces qui pouvaient planer sur l'Occident en règle générale, exister. Et puis je vous fais pas après la litanie de Mohamed Merah en passant par le Bataclan, Charlie Hebdo, et en fait du djihad du quotidien. Je crois que le pire aujourd'hui, au-delà des actes terroristes, c'est ce djihad du quotidien, c'est-à-dire c'est ces attaques incessantes contre notre pays et notre population qui sont aujourd'hui presque devenues des faits divers. Mais je sais pas si vous vous souvenez par exemple pendant le Covid, mais d'une affaire où un type se baladait avec un couteau et demandait à des joggers s'il pouvait réciter des phrases du Coran. Et un type avait été sauvé à l'époque parce qu'il connaissait 2 phrases en arabe et avait réussi à s'en sortir. Cette affaire-là, aujourd'hui, tout le monde s'en... Enfin, moi, je viens de m'en rappeler, mais tout le monde s'en fout aujourd'hui. Tout le monde s'en fout, parce que là, c'est bien, on va en parler. Mais Dominique Bernard, faisons un sondage dans la rue, je vous dis Dominique Bernard... Samuel Paty, ça a été extrêmement médiatisé parce que c'était le premier. Mais là, Tourcoing, tout le monde s'en fout déjà. Dominique Bernard, c'était un peu chaud. Bon, globalement, ça va. Philippines, c'est pareil. Philippines, pardon, mais moi, non, on l'oubliera pas. Mais beaucoup de gens, d'ici 2 semaines, 3 semaines, voilà, on remémore sélective. Alors, par contre, pour se souvenir de certaines choses, alors là, il y a du monde, quand il faut rappeler tous les 4 matins des conneries. Les Naël et tout ça. Et il y a 2 il y a un reportage d'une chaîne, pardon, excusez-moi, je suis un peu agacé par le truc, mais Blast ou Street Press, de ces médias-là, etc., se tape un reportage, là, 1 an après, blablabla. Mais vous avez, qui sont ces gens ? En fait, c'est dingue. Ils entretiennent une légende autour de ces personnes. Traoré, mais bien tous sûr. les ans, Traoré, elle ressort avec son collectif où elle vient nous faire son show, avec ses manifestations, et elle nous fait un show alors que le type, on sait qu'en fait, en réalité, c'est pas du tout le martyr qu'on nous a présenté, et qu'accessoirement, c'est une famille de délinquants. Et nous, de l'autre côté, en fait, on en a tellement, de toute façon, je vais vous dire, honnêtement, de mémoire d'homme, on est infoutu de retenir tous les drames qui sont déroulés, pardon. Excusez-moi. Il y a 2 jours, il a fallu y avoir une Philippine numéro 2 finalement, puisqu'au bois de Boulogne, une jeune fille encore de 19 ans a été agressée, a failli être violée. Heureusement, elle s'en est sortie, mais c'est... quelques semaines d'écart, c'est sans fin. J'étais en train de chercher sur le compte X de Sandrine Rousseau un hommage à Samuel Paty, mais je trouve pas. Non, c'est étonnant. Non, on pourrait pas l'appeler là. Bon, il nous reste encore 10 heures dans la journée, on verra bien. C'est vrai, oui, c'est vrai, je suis un peu méchante quand même. Marie Falicon, je vous laisse amorcer le second sujet. Oui, un autre sujet dont on va parler, c'est celui donc des jeunes communistes d'Indre-et-Loire qui recommandent la lecture pour enfants par des drag queens pour briser les stéréotypes. Alors, on va vous faire écouter un son qui va nous... donc les jeunes communistes qui nous expliquent les raisons de ces lectures. Je vous écoute. L'association Les Paillettes organise de lectures par des drag queens de contes pour enfants à Vouvray et on va te dire pourquoi c'est génial. Cette lecture va permettre pour les enfants d'encourager une inclusivité et une tolérance en abordant des sujets qui peuvent être compliqués en famille comme le sujet du genre. Ça va permettre de briser tous les stéréotypes autour de cette question dans un moment ludique, familial et peut-être aussi d'apporter aux familles un moment et un contexte de discussion à ces sujets-là. En tant que jeunes communistes, nous serons toujours du côté de la tolérance et de l'émancipation. Face aux attaques de l'extrême droite, soutenons ce genre d'initiatives et multiplions-les. Inclusivité, genre, ludique, donc en famille, c'est génial, non, Stanislas Rigaud ? C'est des tocards, pardon, il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est marrant, c'est qu'ils font ça en Indre-et-Loire. J'attends la même chose de Sébastien Delogu ou de quelques élus
élus dans certains quartiers dits populaires ou dits difficiles, et qu'ils aillent nous faire des trucs de drag queen. Mais qu'ils aillent nous amuser avec leurs drag queen, et qu'ils aillent nous faire leur spectacle. Moi, ils me font marrer, mais vous imaginez, mais pareil, l'indécence. C'est-à-dire qu'on est sur un mois, on en parlait à l'instant, de commémoration pour Samuel Paty, Dominique Bernard, et les jeunes cocos viennent nous emmerder avec des drag queens. Mais encore une fois, moi je suis plutôt d'avis que chacun fait ce qu'il veut, et si des gens veulent aller au cabaret ou écouter des drag queens, etc., ils le font bien, mais je m'en cogne, mais alors d'une force absolue. C'est-à-dire vraiment chacun fait ce qu'il veut. En revanche, mais qu'est-ce qu'on va emmerder des enfants, pardon, enfin, encore une fois je suis très vulgaire ce matin, mais comment des enfants peuvent-ils être confrontés à ça sans leur consentement de fait? On parle tout le temps de consentement, mais quel consentement quand on a 3 ans et qu'on est face à une ou un drag queen, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas comment on dit, et surtout, encore une fois, mais quelle indécence de nous parler de tolérance. Les seuls intolérants aujourd'hui, c'est ceux qui ne supportent pas de voir des Français se balader dans la rue et être fiers de leur pays. C'est ça la seule intolérance aujourd'hui dans ce pays. Donc bon, les jeunes communistes, et ils nous font bien marrer, ils sont à la ramasse totale par rapport à l'extrême gauche. Je vais même leur dire un conseil: votre stratégie elle est mauvaise, arrêtez de faire semblant d'être progressiste. Votre électorat, ce n'est plus celui-ci, ce n'est plus en réalité les woke qui sont bruyants, mais en réalité ils seront bientôt minoritaires. Faites comme LFI, draguez vos copains, expliquez-leur qu'en réalité le seul sujet c'est le conflit entre Israël et la Palestine, et c'est comme ça que vous récupérez des électeurs, et sinon vous finirez comme Roussel à pas vous faire élire. C'est joyeux. Est-ce que sur ces sujets, on peut penser à légiférer, c'est-à-dire par exemple interdire tout simplement aux mineurs, aux moins de 18 ans peut-être, d'assister à de tels spectacles, enfin en tout cas punir ceux qui les... Je sais pas si on peut légiférer sur ces questions-là. Il faut au moins désidéologiser, pardon de ce mot barbare, mais désidéologiser l'école. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas l'école... que l'on doit voir ça, et encore une fois à la rigueur, si des parents considèrent que c'est une bonne chose pour leurs enfants, parce que là on parle de quel âge là? En l'occurrence, c'est pas renseigné, mais c'est vrai que ça peut toucher des primaires, très jeunes, des très jeunes enfants. Je sais pas, en primaire, à 7 ans, tu t'interroges pas sur ton genre, quoi. Mais je pense que c'est pas prêt, les légiférations, enfin c'est pas d'actualité du tout, parce que là par exemple, il y a une association qui s'appelle le MAG Jeunes LGBT, donc qui propose des interventions en milieu scolaire, dans les écoles primaires notamment, et là il proposait donc un questionnaire à des enfants d'une école demandant quel terme est-ce qu'ils connaissaient entre lesbiennes, homosexuelles, trans, non-binaires, enfin voilà tout. Je vais pas faire la liste parce que c'est infini. Il demandait aussi que les enfants disent à qui est-ce qu'ils arrivaient à en parler, est-ce qu'en famille ils arrivaient à parler de ces sujets librement. Quelle question est-ce qu'il se posait en prévision d'une intervention donc de cette association. C'est vraiment n'importe quoi. Et cette association, donc MAG Jeunes LGBT, a des partenaires publics, parmi eux la Commission européenne, le gouvernement, la région Île-de-France et toutes ces choses-là, donc des légiférations. Oui, alors que c'est pas pour tout de suite. Il y a un sujet dont il faut absolument qu'on parle, Stanislas Rigaud, c'est Paul Sugy qui en a parlé le premier. Paul Sugy, journaliste au Figaro. Moi, je me suis dit, j'ai l'impression d'être... ça ne va pas du tout. Non, mais d'être au lycée, exactement. Bah oui, j'ai on va parler du sujet, et là, je me dis, putain, je l'ai pas noté dans le 5 sur 20. Tolérance zéro. Plus sérieusement. Paul Sugy qui publie sur son compte X à la suite de l'arrestation d'une soixantaine de prétendus antifascistes, certains armés de matraques et qui voulaient interrompre une dédicace du livre Transmania de Dora Muto et Marguerite Stern. Plusieurs des gardés à vue se sont dégonflés en sortant du commissariat. Ils n'étaient pas violents, disait-il, n'avaient pas l'intention de s'en prendre physiquement aux 2 jeunes femmes. Et finalement, il a fini par trouver sur le site Antifa Paris Lutte Info des extraits de témoignages d'autres Antifa qui ont été arrêtés ce même jour. Je cite, que les bisounours se tiennent sages si elles le veulent. Certaines d'entre nous auraient coulé la péniche et tous ces fafs avec, si nous en avions eu l'occasion. Certaines d'entre nous avaient bien la volonté d'en découdre. Écoutez, 2 choses marrantes avant de parler du fond. La première, c'est que j'étais sur cette péniche, donc Dieu merci, ça reste des tocards. Quel facho. Ils sont fait avoir. Et deuxième point, c'est toujours très drôle de se la jouer gros dur quand on emploie l'expression IL. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas le souvenir dans l'histoire de l'humanité d'avoir des guerriers qui faisaient des qui remportaient des batailles. Qui remportaient des grandes batailles. Enfin, je crois qu'Attila, Alexandre le Grand, Jules César n'étaient pas forcément des... Enfin, bon, des yels. Voilà, des yels. Et même les communistes à l'époque, dans leurs grandes heures,
n'était pas comme ça, mais bon, qu'importe. Non, mais enfin, le propos est fou quand même, parce qu'il y a une suite, il n'y aura pas de réconciliation possible avec les fascistes, il faudra bien un jour en découdre. Nous sommes de celles qui sommes venues pour en découdre justement à l'arme blanche aux explosifs. Alors là, ils avouent au moins. Ce 5 octobre à la péniche où se rassemblent Stern, Moto et les copains fachos, donc Stan. Elles désirent notre mort et nous désirons la leur. Nous nous opposons physiquement et violemment à leur existence tout entière comme eux s'opposent aux nôtres. Non, mais, pardon, mais on est à la limite du terrorisme là. Ah mais en fait on a à la limite, je pense que je vais même aller plus loin que vous, mais c'est des prémices de guerre civile. Moi je pense que c'est encore plus grave que ça. C'est-à-dire que ils ne veulent pas simplement déstabiliser un État, ils veulent s'attaquer à d'autres Français qui ne pensent pas comme eux. C'est quand même ça le sujet. C'est au nom d'idées, ils veulent l'affrontement physique. Premier élément. Deuxième élément, en réalité ça s'inscrit dans une logique absolument claire comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que c'est le combat n'étant plus gagné idéologiquement parlant et intellectuellement parce que le réel est trop puissant et le travail fourni par notre camp depuis quelques années est particulièrement efficace. Donc, une fois qu'on a perdu l'argumentaire, on prend les armes, on prend ça en compte et on vient se battre. Et troisième élément, leur leader Maximouche, qu'importe, leur leader Jean-Luc Mélenchon, mais je m'en souviens très bien, c'était en 2022, faisait un tour de conférence à l'occasion de son livre, ou c'est peut-être 2023, mais qu'importe, où il expliquait qu'en effet, et je vous retrouverai la vidéo bien volontiers, il fallait être prêt à en découdre, et qu'il fallait être prêt à affronter, il parlait notamment de Marseille, à affronter les FAF, à affronter les fachos. Mais encore une fois, tant mieux en même temps qu'on soit au courant de ça. Moi, je vous dis, paradoxalement, on en parlait ce matin, vous m'avez envoyé ça quand j'étais dans le métro, mais nous, on se rend compte parce qu'ici, autour de la table, on côtoie des événements. Moi, je l'ai vu à l'occasion d'innombrables meetings des gens armés. Nous, à Villepinte, quand on fait le meeting d'Éric Zemmour, on retrouve des mortiers, on retrouve des lames. Mais il y avait un tas d'armes, par procuration d'armes directes, qui était absolument dingue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on a vu à l'époque un énorme scandale avec SOS Racisme, ils sont fait attaquer, etc. Enfin, pardon, mais je crois que beaucoup légitimement, beaucoup légitimement peuvent surtout être inquiets. Quand on voit ce que certains préparent. Nous, il y a des militants mais de droite, Édouard de la Cocarde s'est encore fait attaquer la semaine dernière, en guet-apens par plusieurs personnes en sortant du métro ou à la sortie de la fac. On a des militants qui ont été enfermés dans des endroits, qui se sont fait tabasser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que pareil là, c'est aujourd'hui dont on en parle et c'est choquant et c'est scandaleux. Mais c'est du concret, c'est-à-dire que là ils l'ont juste théorisé, ils l'ont juste assumé, mais je serais très curieux que la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, on reparle de ce que ces personnes-là ont eu. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est en fait pourquoi ces gens sont-ils en liberté. Mais qu'on les mette d'ailleurs, encore une fois, ces gens-là, parce que là on sait très mal le profil de ces types-là. C'est les petits bobos. C'est bien sûr, ça a grandi dans le 6e ou dans le quartier latin, et en fait pour se donner des sensations, pour se la jouer, ça finit en gangster. Mais et ça écoute du 16 et c'est très sympa 16, mais ça écoute du 16 en fumant un petit joint de bœuf en pensant qu'ils vont révolutionner le monde. Mais qu'on les mette en prison à Fresnes et non mais qu'ils se fassent des copains. Qu'on les mette, qu'on leur apprenne l'autorité d'une certaine manière pour mais s'il faut qu'ils se fassent calmer par leur électorat, très bien qu'ils y aillent. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, autant pour ceux qui sont étrangers et dangereux, il y a des réponses toutes faites, mais c'est vrai que pour ceux qui sont français, bobos, et c'est compliqué. Mais il y a une réponse, c'est la prison. C'est la sanction, c'est-à-dire que des personnes qui pardonnent. Alors déjà, moi ça m'a fait hurler de rire, mais quand ils se sont fait attraper, ils se sont dit non, on avait plein d'armes, mais vraiment on savait pas comment faire. Moi je me balade, j'ai une calage dans mon truc, dans le doute. Ah vous avez ça Non, déjà j'ai pas de salle, Paris pour nos auditeurs, je n'ai pas de salle, donc voilà. Et puis j'ai pas, mon manteau est trop petit pour avoir une arme, donc voilà. Mais qu'importe, c'est bien, je me fais rire tout seul. Bravo. C'est fort. Non mais ça me fait rire aussi, je sais pas pourquoi. Oui c'est vrai, c'est pas très drôle. C'est nerveux, mais c'est ces gens-là encore une fois, mais ils l'ont assumé, c'est-à-dire que là c'est même plus bon, pas de bol, ils avaient une barre de fer. Mais j'espère que ceux qui ont avoué ça seront enfermés à double tour, voilà, et qui seront mis en prison. Et parce que quand on assume de vouloir tuer des gens, je vois pas pourquoi on est en liberté. Espérons que Bruno Retailleau tape là-dessus. Il l'assume bien parce qu'une dernière phrase quand même pour le plaisir, je ne sais pas, mais ils disent cela ne pourra se faire que par la force et la violence et donc par l'éclatage des têtes en question, donc les noms qui avaient été cités avant. Dans cette optique, une matraque télescopique semble être un pas dans la bonne direction. Donc voilà, ils assument bien la matraque télescopique.
Et de fait, vous parliez tout à l'heure par exemple de Villepinte, là il y a un procès qui s'ouvre justement là-dessus, avec des gens qui appartiennent, alors comment ça s'appelle le mouvement, les Zouaves, non, un truc comme ça, oui, je crois. Enfin GUD, enfin bon, peu importe, mais qui eux se sont fait attraper et qui vont certainement prendre cher pour le coup. Alors oui, il y a violence, et oui, il y a des choses qui doivent être condamnées. En l'occurrence, c'était si je me trompe pas, pas vraiment une légitime défense, parce que c'était pas eux qui étaient attaqués, mais en fait ils se sont substitués en service d'ordre, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Oui, c'est mais ça, sauf que, l'histoire, ouais. à côté de ça, vous aviez quand même des gens qui agressent, vous aviez des armes, et on le savait déjà avant le meeting, et vous avez très bien fait de le rappeler, des armes qui ont été confisquées, et on pas se n'importe rappelle quoi. des photos avec des pavés, avec de l'acide, avec bien sûr. Exactement. des clous, des trucs de fou. Non mais donc encore une fois, oui, on peut c'est dire quand même ce un peu qu'on normal veut, évidemment de se défendre. Quoi. Évidemment, de tous ces groupes d'ultra droite, il y a toujours des trucs maintenant ultra, extra, etc. Hyper. Mais encore une fois, d'ailleurs, il n'y a pas que qui se sont jetés sur à l'époque. Non, il y a des militants des lambda, spectateurs, mais parce qu'encore une fois, quand on sait ça. Ouais. Pardon, moi je ferai un meeting avec un membre de ma famille et je verrai des types s'agiter d'un coup. Oui, c'est logique. Pas évident. Et d'ailleurs, Manuel Bompard, il faut reconnaître, rendre à César en un mot, comme ça je finis là-dessus. Rendre à César, si à César, j'ai croisé Manuel Bompard le soir même sur CNews, on avait débattu de ce sujet. Et Manuel Bompard reconnaissait lui-même que si des militants de droite étaient venus dans un meeting de gauche, ça serait très mal passé pour eux. Ah bah c'est toujours bon à savoir. Merci beaucoup Stanislas Rigaud pour cette addition. Merci à tous.